Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et également avec Moguri et nous allons parler de Metroidvania. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà on va commencer par Metroidvania. Pourquoi est-ce qu'on fait une thématique consacrée à ce genre de jeu ? Tout simplement parce que Guacamelee est sorti récemment et on avait envie de parler de Guacamelee. Voilà, donc ça c'est un. Deuxième point, la ressortie sur console virtuelle, sur Wii U, de Super Metroid. Et donc ça c'est une excellente raison pour parler de ce genre de jeu absolument fantastique. Moi je me suis rendu compte en jouant en fait à Guacamelee que c'était un de mes styles préférés. Et j'adore le jeu de plateforme et cette dimension exploration supplémentaire, obtention de nouvelles capacités, etc. C'est un truc que je kiffe absolument. Et donc on va en discuter, on va déjà définir un petit peu les règles. Qu'est-ce qui définit ou non un Metroidvania ? On ne sera pas forcément d'accord, ça va être un petit peu un débat de geek, on vous prévient. Donc voilà, c'est parti. Est-ce que vous savez déjà d'où vient le nom Metroidvania ? Je l'ai lu sur ta feuille, c'est un mec. Ouais, c'est un journaliste qui s'appelle Jeremy Parish, donc à qui on attribue la paternité du nom, et donc il travaille sur le site GameSpite. On parle aussi de Castleroid, donc évidemment vous avez compris que c'est un mélange entre Castlevania et Metroid, sachant qu'on va redéfinir un petit peu, on va repositionner ces deux séries de jeux pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. On a plein de sujets sur la Online à voir à ce sujet-là. On a également donc on a Metroid qui a été développé, qui est sorti en 86. Donc Metroid qui est derrière. Qui est derrière ? Ouais. Samus. Non, le développeur. Non, il faut quand même donner je sais pas, moi, Thierry. Gunpei Yokoi. Ah, C'est un des d'accord. plus grands, donc en gros, pour faire simple, hein, le papa de Miyamoto. Donc c'est un grand monsieur aujourd'hui décédé, et donc qui a créé l'une des séries les plus emblématiques du jeu vidéo. On a aussi donc évidemment Super Metroid qui est sorti en 94. Donc on a Vampire Killer, alias Castlevania, qui est sorti en 86, donc soit en même temps que Metroid. Et puis le jeu vraiment qui a lancé un petit peu l'expression Metroidvania, c'est Castlevania Symphony of the Night, qui est sorti en 97 et qui est également développé par un grand nom du jeu vidéo, monsieur Iga, alias Igarashi Koji. Igarashi Koji. Voilà, pour bien prononcer. Vous avez joué à tous ces jeux-là ? Oui. Non. Toi, t'avais pas fait la série des Metroid ? Non, j'ai déjà touché un Metroid sur une console Nintendo comme ça, j'ai fait les boules et tout, mais pas trop. Les Morph Ball. Ouais, il faut dire Morph Ball. D'accord, les Morph Ball, mais en revanche, Castlevania, ouais. Ok. Et donc on a regardé un petit peu, donc c'est deux séries, mais genre absolument importantes, et l'air de rien, ces deux séries-là, en fait, sont un petit peu épuisées avec le temps. Donc, on va en parler rapidement. Mais juste avant, on va définir ce qu'est un Metroidvania. Un Metroidvania. Donc, un Metroidvania, c'est quoi pour vous ? Qu'est-ce qui définit exactement ce style de jeu ? Sachant que pour moi, il y a quelques règles primordiales. La première, je vais balancer la première, c'est de la 2D. Donc Metroid Prime n'est pas un Metroidvania, même si c'est les mêmes mécaniques de jeu, etc. Si c'est vraiment l'adaptation 3D parfaite du gameplay 2D de Super Metroid, ce n'est pas un Metroidvania, ça doit être 2D. Donc 2,5D ou 2D. Voilà. Ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, mais pas trop loin dans le délire, je dirais qu'un Metroidvania, c'est un jeu dans lequel, au bout d'un moment, tu acquiers des abilities qui vont te permettre d'accéder à des nouvelles zones que tu avais pu voir au début, tu as pu entrevoir. Tiens, essentiel. Putain, si seulement j'avais le double saut, mais je ne l'ai pas encore. Bon, une fois que tu as cette nouvelle ability, tu vas pouvoir revenir en arrière et explorer des nouvelles zones. Ça, c'est quand même un truc à la con quand tu y réfléchis. C'est vraiment un petit kiff un peu ridicule. T'avances, tu commences le jeu, tu vois une plateforme, tu vois un coffre sur la plateforme, et t'es là, tu peux pas l'atteindre. Et t'as trop envie, vraiment, c'est du niveau, hein. T'as trop envie de poursuivre, tu vas noter ça dans ta tête. Genre, mais ça va être marqué, quoi, ça va être marqué. Et donc ensuite, tu évolues dans le jeu, tu acquiers la capacité, tu retournes, et là, c'est joie, tu peux récupérer ce putain de coffre que t'as vu dès le début. Pourri, hein, mais parfois, ouais. Souvent. Ouais. Mais t'es content. Mais t'es content, parce que tu l'as fait. Ouais. Exactement. D'ailleurs, il y a même ce délire, parce que justement, ce délire-là, ça se rapproche un petit peu de ce kiff de complétiste que tu peux avoir, tu sais, c'est-à-dire tu vas ramasser tous les coffres et tout, et je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles dans ces genres de jeux, t'as un style de pourcentage de zones explorées ou de qui ne concerne que la map. Ouais. Qui ne concerne que la map, mais t'as un style de pourcentage. Et justement, ça à mon avis, c'est un autre élément du Metroidvania que tu ne peux pas enlever, il faut qu'il y ait ce pourcentage d'exploration de map. Il faut que la map se découvre au fur et à mesure que tu l'explores. Oui. Même si, dans les Metroidvania, tu pouvais acheter des portions de map
dans certains dans certains Castlevania. Parce que oui, déjà, un Metroidvania, c'est un Castlevania. Un Metroid, c'est un Metroid. Donc c'est un Castlevania qui a emprunté ce principe de map de Metroid, de ce principe d'exploration. En fait, je pense que pour définir un Metroidvania, il faut se baser sur les règles qu'a imposé Iga à Castlevania, à une époque où elles n'étaient pas du tout... sur Symphony of the Night, il a imposé des règles qui allaient complètement à l'encontre de ce qu'était la série à l'époque. C'était couillu quand même, sur le moment. Ça n'a pas été bien accueilli par tout le monde d'ailleurs, parce que ça a été une norme après pour la série. Ça a été mal accueilli à l'époque ? Ah non, à l'époque c'était sympa, mais je veux dire, il est souvent considéré comme le meilleur de la série, le Symphony of the Night. Mais j'en ai souvent entendu dire aussi des fans hardcore de la première heure des Castlevania dire, l'air de rien, en faisant ça a complètement changé la série. Après, quasiment tous les Castlevania qui ont suivi étaient des Metroidvania, justement. Reprenez cette formule tout simplement parce que Iga est devenu producteur tout à fait. Sur tout cela, sauf Circle of the Moon, mais qui était aussi un Metroidvania pour le coup. Et donc, il y a ça, il faut qu'il y ait une grande composante RPG, je pense. Également, et encore ça reste à discuter. Pour moi, il y a autre chose par rapport à la map. Sur le côté exploration, il faut que l'exploration soit plus ou moins libre. Donc il faut que tu aies différents chemins possibles à un moment donné. Et il faut également que la map, tu as un système de pourcentage, ce qui veut dire que tu la révèles au fur et à mesure que tu avances. Donc vraiment, tu as un tout petit bout de map au début, ensuite tu avances, ça s'ouvre. Tu as des petits indices très souvent placés sur la map qui te permettent de savoir si là ou là, tu as telle porte de telle couleur que tu pourras ouvrir plus tard avec tel pouvoir ou autre. Mais ça, c'est également une composante qui est très très importante pour moi. Oui, bien sûr. Ensuite, il faut évidemment qu'il y ait une dimension plateforme. Donc il faut que tu puisses sauter de plateforme en plateforme, mais il faut que tu aies éventuellement quand même le double saut qui, je pense, est nécessaire à ce type de jeu. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment, sinon c'est quand même frustrant. Okay. On a également donc la nécessité d'avoir également la transformation de son personnage. Je pense que c'est une composante qui est importante également. Donc tu pouvais dans Symphony of the Night te transformer en différentes créatures, mais il y a aussi des jeux, quand on remonte un petit peu dans le passé, qui te permettaient de le faire également. Je crois que tu as des exemples à ce niveau-là. Ah, il y en a un. Alors, moi, du coup, je le mettrais dans les Metroidvania. Je le mettrais dans les Metroidvania. C'est un Wonder Boy. Je crois que c'est le 3, mais il y en a eu tellement. Il faudrait qu'on revoie Dr. Lacave pour qu'il nous réexplique les versions brésiliennes, les versions. Mais je crois que c'était le 3. Dans lequel tu pouvais te transformer en souris, en lion, en dragon, si je dis pas de conneries, ou en humain. Et donc dans lequel il y avait des endroits que tu pouvais explorer que quand tu avais une certaine forme, voilà. Et puis il y avait de la bagarre, il y avait de l'exploration, bon, voilà. Maintenant, on est peut-être pas d'accord sur le... Alors vas-y. Mais moi je suis cette espèce de connard du Metroidvania qui pense de base qu'un Metroidvania c'est que les Castlevania qui ont succédé à Symphony of the Night, pas tous. C'est-à-dire Symphony of the Night, Circle of the Moon, Lament of Innocence... non, pas Lament of Innocence, Harmony of Dissonance, pardon. Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia. Et encore Order of Ecclesia, il s'éloignait un petit peu pour moi déjà. Parce que aussi, pour moi, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'un Metroidvania, tel que ça a été conçu à la base, tel qu'est le jeu qui a donné lieu à cette expression, normalement, il n'y a qu'une map. C'est une seule map. Et là, du coup, Guacamelee, il me semble déjà, c'est pas le cas de Guacamelee, pas totalement. C'est-à-dire que t'as pas, tu vois, le pourcentage, le fameux pourcentage, pour moi, il ne s'applique qu'à une seule map. Guacamelee, t'as un pourcentage pour chaque. T'as un pourcentage pour chaque portion de map, mais t'as également un pourcentage pour la map générale. Donc du coup, il est bien là ce pourcentage, sachant que tous les niveaux sont reliés les uns aux autres et que tu peux les explorer plus ou moins librement. Donc en fonction de l'obtention de pouvoirs supplémentaires que tu débloques via des statuts de choses. Mais vu qu'il faut bien que quelqu'un prenne ce statut de... Non mais t'as raison, je vais dire que pour moi, rien que ça me perturbe un petit peu. Et si je me plante pas, c'était déjà le cas dans Order of Ecclesia, si je me plante pas. Il me semble qu'il y avait déjà ce côté de plusieurs maps différentes et ça m'avait déjà un peu perturbé. C'était le jeu avec les bouquins où tu pouvais rentrer dans des tableaux ou des conneries comme ça. Non, ça c'était Portrait of Ruin. C'était Portrait of Ruin. Et qui avait déjà ça aussi. Moi je les confonds en fait, ceux-là. Order of Ecclesia, c'est le tout dernier sorti sur DS, je crois. C'est ça, tout à fait. C'est le troisième de la trilogie de DS. Oui, d'accord, c'est ça. Et sur les Metroid, donc il y a Fusion qui est sorti, il y a Zero Mission et ensuite Overm. Donc, et là, on peut se dire que sur ces deux séries,
Donc on est déçu parce que le dernier bon Castlevania, c'est Order of Ecclesia sur DS. Le tout dernier qui est sorti là est un Metroidvania entre guillemets également, mais un peu cheapos parce qu'il est. Pour moi, il essaie de mêler les deux en fait. Il essaie de réavoir ce feeling un peu ancien Castlevania et d'y ajouter un peu de Metroidvania, mais sans plus des deux. Et du coup, ça fait au final. Et puis techniquement, c'est pas ça. Donc oui, du aussi, coup, c'est une grosse problématique. Et c'est là ce qui distingue également Guacamelee. C'est un truc qui est hyper important. Symphony of the Night, c'est du 60 images par seconde. Super Metroid, c'est du 60 images par seconde. Guacamelee, c'est du 60 images par seconde. Et en plus du 1080p, que ce soit sur PS Vita ou sur ou PS3. Et c'est vraiment un truc qui fait une différence gigantesque. C'est-à-dire en termes de feeling, le feeling d'un Metroidvania doit être parfait, comme un bon jeu de plateforme Nintendo. Donc ça, il faut conserver cet esprit-là. Et là, pour moi, c'est pour ça que Guacamelee m'a vraiment épaté. Et c'est pour ça qu'également un jeu comme Dust, Nils and Tale, qui est sorti l'année dernière sur XBLA, m'a également épaté. Donc c'est que c'était extrêmement fluide. Et en plus, donc tu as des mécaniques. Alors autant sur Guacamelee, la partie RPG est clairement passe à la trappe, mais tu as un système de combat. C'est pour ça que sur les Metroidvania, donc tu as différents styles. Tu as des développeurs qui préfèrent développer un bon système de combat. Tu en as d'autres qui vont se focaliser davantage sur la notion de puzzle et mettre complètement à la trappe la partie combat. On peut parler par exemple d'un Fez. Fez, dans l'absolu, on pourrait le classer dans les Metroidvania. Pourquoi ? Parce que tu as une map qui est connectée, qui se débloque au fur et à mesure. Tu n'as pas de pourcentage de map, il me semble. Il me semble pas non plus. Mais t'as pas de combat, mais par contre t'as l'obtention de capacités qui te permettent d'explorer ensuite des zones supplémentaires ou simplement de voir ton environnement différemment. Donc ça, du coup, il se raccroche quelque part au Metroidvania, ou en tout cas, il procure le même plaisir qu'un Metroidvania peut procurer. Parce que ça, c'est important. Le feeling ressenti et le plaisir lié à ça, c'est important aussi. Et du coup, tant qu'on est sur un petit peu les exceptions, mais qui, bizarrement, j'ai l'impression s'inscrivent dans ce délire Metroidvania, on peut parler aussi de Nith Underground. J'avais fait la critique il y a quelques mois, là, où tu as aussi ce délire d'exploration avec une map gigantesque. Bon, bien sûr, c'est découpé en plusieurs petits, enfin pas des stages, mais des écrans, tu vois. Mais dans Nith Underground, la différence, c'est que une fois que tu as passé les tutos, ton personnage, t'as déjà toutes les capacités pour explorer tout ce que tu veux. Simplement, le jeu t'a pas encore mis dans des situations qui vont te faire comprendre que si en fait cet endroit-là, je peux y accéder si seulement j'avais joué de cette manière-là. Au début, c'est assez classique. Bon, t'es là, t'as ton bonhomme ou t'as ta balle, et puis il y a des endroits. Moi, au début, vu que je connaissais rien du tout du jeu, je me disais bon ben ça, à mon avis, je vais avoir le double saut ou un pouvoir, mais là, manifestement, je peux pas atteindre cet endroit. Et en jouant au jeu, en étant face à des situations différentes, en voyant des trucs obvious, ils mettaient des items là ou des trucs à récupérer là, et puis avec un level design qui faisait que le truc était penché, donc manifestement, il fallait que je me transforme en balle pour rebondir ici. J'ai reconnu des patterns. Du coup, quand je suis revenu dans les premiers niveaux, dans les premiers endroits où tu les explorais différemment, je les voyais différemment et j'arrivais à atteindre les plateformes. Donc c'est un exemple de jeu dans lequel on t'a pas gagné quelque chose en plus, si ce n'est l'expérience du truc. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi. Et ça me fait penser qu'aussi, bon, c'est pas une constante, c'est absolument pas une constante, mais c'est quelque chose qui me semble, on retrouve assez souvent dans les Metroidvania, c'est qu'au tout début du jeu, ton personnage a tous ses pouvoirs. Pour te montrer ce que c'est. Tout à fait. Tu les perds très vite, il s'agit de les retrouver. C'était le cas dans Symphony of the Night en tout cas. C'est le cas dans les Metroid sur DS, sur GBA, pardon, si je ne me trompe pas. Sur GBA, il me semble, parce que c'est une des règles de la série, c'était le cas dans Super Metroid, ça c'est une certitude. Donc, du coup, mais c'est pas une constante, parce que même dans les Castlevania suivants qui tombent dans le Metroidvania, il me semble que c'est pas toujours le cas. Mais il y a quand même ce truc de te montrer, regarde tout ce que tu vas pouvoir faire. Toujours. Une notion de teasing qui est liée du coup au level design, donc avec la présence de plateformes que tu ne peux pas atteindre ou d'une porte que tu ne peux pas ouvrir, et t'es là, t'es un peu frustré. Et en effet, sur la capacité même du personnage, c'est quelque chose que alors quand tu commences super puissant, t'affrontes un boss, le boss te vire tous tes pouvoirs et tu recommences du niveau 0, etc. C'est un truc qui fonctionne toujours. Qui arrive souvent. Voilà. Et par exemple, dans Guacamelee, c'est un truc qu'on retrouve vraiment. Tu vois, il respecte pour le coup plein de règles du Metroidvania. T'as pas tous tes pouvoirs au début. T'as pas tous tes pouvoirs au début. Mais c'est vrai que t'as ce même truc de te faire éclater au début. Tout à fait, tu te fais éclater, mais t'as même pas la possibilité d'intervenir en fait. T'as le boss qui arrive, il fait ça avec sa main, t'es mort.
Et ensuite, tu te retrouves dans le monde des morts. Et à ce moment-là, tu as la possibilité de récupérer ce masque de luchador qui va te conférer des pouvoirs que tu ne feras qu'updater au fil du jeu. Donc, tu en découvriras de nouveau avec les statuts des Shozo, mais tu as également la possibilité d'en acheter, d'acheter des mouvements supplémentaires qui te serviront à la fois pour les combats et pour l'exploration même des niveaux. Donc, par exemple, les mouvements que tu achètes ne te servent pas pour l'exploration. Les mouvements que tu achètes, c'est que des non, c'est uniquement pour combat. c'est uniquement exactement. C'est uniquement pour les finish moves. Donc au moment où tu chopes un personnage, tu peux le finir de telle ou telle façon en fonction de ce que tu achètes dans la boutique. Mais ce que tu débloques et qui te sert à la fois pour la plateforme et pour le combat, ce sont les pouvoirs attribués par les statuts Shozo. De chèvres là qui te. Tout à fait. Avec où ils font quelques trucs assez drôles avec ça. Notamment, c'est peut-être un peu du spoil, mais ce moment où t'en trouves un, t'es super content. Au début, j'ai pas capté. Ouais, au début, j'étais là genre, mais c'est pas drôle. Bah ouais, mais moi, oui, et au final, ça fait rire parce que c'est justement, ils jouent avec ce fait de, comme ça, c'est ce qu'on dit dans les Metroidvania, tu sais que en arrivant à tel endroit, tu vas débloquer tel truc, à des règles. Là, il se trouve quand tu te retrouves dans une statue Shozo, tu sais que tu vas avoir un pouvoir. Il y en a une d'entre elles. C'est un peu du spoil, c'est dommage de dire ça, mais bon. Ouais, c'est bon, on vous est prévenu. C'est du spoil. Chez vous, les oreilles. Vas-y, spoil-moi. Et il se trouve qu'à un moment, t'en trouves une, et il y a un mec transformé en chef qui donne tes pouvoirs, et là, il te dit ah, tu croyais que t'allais avoir un pouvoir? Bah non. Et t'as cet écran qui te présente les nouveaux pouvoirs, où c'est mis en scène comme un match de catch, et il te met aucun pouvoir, et le mec, il se casse après. Et c'est bien parce que ça joue vraiment avec les codes du truc, quoi. C'est-à-dire que tu t'attends, c'est normal d'avoir un nouveau truc. T'as presque l'impression de te sentir floué par le jeu, alors que ça n'a pas de sens comme sentiment. Mais pourtant, tu te dis, je viens de me faire rouler par le jeu. Et j'avais trouvé ça assez bien foutu. Et Guacamelee, donc, genre, pour vous donner pour vous donner des petites informations, donc c'est quand même un gros carton. C'est-à-dire qu'il est numéro 1 des ventes sur le PSN et sur PS Vita, que ce soit pour le PSN européen ou le PSN US. Donc par exemple, il est devant Journey ou Hitman Blood Money ou Crysis ou Valkyrie le Season Pass. Il est devant pour les US les téléchargements de Tomb Raider, de Terraria, de GTA 4. T'as quand même des vieux trucs qui sont encore téléchargés, puisque ça c'est vraiment les jeux PSN. Donc c'est les jeux indés PSN, mais également les jeux des maths qui sortent, qui sont disponibles aujourd'hui. Et également premier sur les jeux Vita, donc avec le deuxième étant Soul Sacrifice. C'est moins dur de s'imposer sur Vita. Donc quand tu sors un jeu, tu as des chances d'être dans le top 3 alors que tu n'as rien fait. Est-ce qu'il y a un truc, alors là, est-ce que ça t'a choqué? Le côté, moi c'est un truc mini truc frustrant qui me le fait sortir légèrement du Metroidvania, pour te rejoindre un petit peu pour Guacamelee, c'est cette notion en fait, de timing. Dans le jeu, c'est un peu du speedrun, c'est-à-dire qu'à la fin, donc tu peux terminer le jeu à 100%, et à chaque fois que tu as un temps qui t'est attribué, et tu es classé online en fonction de ton temps. Et moi, clairement, j'ai fini le jeu à 100% une première fois en normal, là je suis en train de le refinir en hard, et moi c'est le type de jeu où j'aime bien prendre mon temps. C'est vraiment j'explore 3 fois la même map, etc. Et ce type de jeu, normalement, possède un gameplay qui est tellement agréable que simplement le fait de te balader dans une map ou de faire des combats, ça te suffit en termes de plaisir de jeu. Et donc tu refais certaines portions juste parce que tu kiffes le gameplay. Et donc qui est cette notion de temps, c'est agaçant, tu te dis merde, ça a rien à foutre là. Est-ce que ça te pénalise? Non, mais après le truc. Non, ça te pénalise pas, c'est juste. Ça donne un temps. Ouais, ça donne un temps, et ensuite quand tu regardes dans les classements. C'est vrai que ça te fixe un objectif qui peut être contradictoire avec le plaisir que tu es censé retirer. C'est un détail. C'est un détail. Par contre, tu vois, un autre truc imaginé, quand tu parles de refaire le niveau, refaire le jeu, enfin, refaire les différentes portions du jeu après. Ça m'a plus frustré dans ce jeu-là, c'est que t'as pas pour moi cette sensation de toute puissance que tu pouvais avoir à la fin d'un Castlevania ou à la fin de Dawn of Sorrow et Aria of Sorrow. T'avais des pouvoirs, c'était juste en dashant que tu tuais tous les ennemis du jeu. Tu dashais, tu tuais tout le monde. Et tu traçais vraiment... Je trouve dur, je trouve que tu l'as. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment très important aussi en termes de sensations. Mais tu l'as quand même dans Guacamelee, c'est-à-dire la façon dont tu galérais sur certaines parties, puisque la partie plateforme est vraiment hardcore par moment. Lorsque tu obtiens tous tes pouvoirs, il y a certains écrans que tu traverses d'un coup, tu t'en fous des plateformes. Tu fais un dash avant, ensuite tu fais un uppercut vers le haut, ensuite tu fais un petit coup de boule, et ensuite tu fais ton double saut, puis bing, c'est traversé. La propulsion par les murs change tout, fait que tu fais tout plus vite, mais il y a quand même, là je parle vraiment des combats. Dans ces Castlevania, il y avait ce délire de tuer tous les ennemis en un coup, mais voilà, juste en dashant. D'ailleurs, il y avait même un délire de gens, je crois que c'est pour ceux qui s'inscrivaient dans un trip de speedrun, en fait, en back dashant, il me semblait que tu allais plus vite
qu'en dashant en avant. Oui, c'est Et exactement. du coup, Ça, les c'est mecs phénoménal. backdashaient Ouais. pour Oui, speedrunner le T'avais truc. des petits trucs. Ouais. Ça, c'est crazy. Oui, bah ouais, c'était. Mais et donc t'as pas ça dans Guacamelee. Y a c'est pas ce truc. Bon, t'es très fort à la fin. Enfin, je veux dire, même les combats, tu les négocies beaucoup plus vite qu'avant, mais pas au point. Ne serait-ce que parce que justement, il y a pas cet aspect RPG. Tu ne gagnes pas de niveau. Tu ne peux pas changer d'équipement. Et donc à la fin, dans les Metroidvania, T'as quand même les cœurs et également tu gagnes ton de la jauge de vie. Ouais. Ouais, tu gagnes de la jauge de vie et de la jauge de pouvoir Des- entre guillemets. Enfin, Ouais, de- d'habileté, c'est-à-dire qu'en voilà. gros, tu as une seconde jauge en bas et qui se vide au fur et à mesure que tu utilises tes coups spéciaux. Donc au bout d'un moment, tu as plein de petits carrés qui te permettent de multiplier tes coups spéciaux et de faire d'énormes combos dans les airs. Donc Même en si tu enchaînant peux tous les utiliser mouvements. qu'une fois. Et ça, ouais, ça c'est une subtilité qui est juste excellente. Quand tu es dans les airs, tu prends appui sur un mur, tu peux utiliser qu'une fois donc un mouvement, et du coup tu es obligé de timer et de réfléchir à la façon dont tu vas passer les parties plateforme les plus compliquées. Donc en l'occurrence, quand tu es tout en haut pour ceux qui ont fait le jeu, tu as l'arbre de Tulle qui est un niveau qui est assez hardcore, qui joue sur le switch de dimension, où tu peux passer dimension des vivants et des morts, et donc sans arrêt tu peux switcher de dimension, et ça modifie en fait l'emplacement des plateformes. Donc c'est un truc qui te demande vraiment, genre il faut être au taquet, et quand tu vas tout en haut de cet arbre, t'as une zone qui te permet d'avoir un bonus super spécial qui te permettra d'avoir la vraie fin du jeu, donc la bonne fin. Et donc là, cette partie-là, tout en haut, elle est genre ultra hardcore et a fait pleurer des tas de joueurs. J'ai été regarder sur les forums de NeoGAF, c'est assez rigolo de voir un petit peu tous les mecs qui galèrent. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est un vrai plaisir, tu te dis genre, ils ont vraiment pensé à plein de petits détails qui fait que c'est un plaisir quoi d'y jouer. Ouais. Moi, ce qui m'a manqué aussi sur Guacamelee, c'est le côté, donc tu as ce pourcentage de map, mais un truc qui avait marqué tout le monde à l'époque de Symphony of the Night, c'est 200%. Et donc ça, j'ai adoré dans Dust and Tale, tu pouvais aller au-delà de 100%. Donc tu étais là, oh, putain, j'ai presque fini le jeu à 100%, et tu es là 101%, 102%, t'es là. Ah, c'est pas vrai. Et puis ça, c'est un vrai plaisir, c'est un kiff. C'est-à-dire jusqu'où ils vont pousser le truc, quoi. Et donc Guacamelee, c'est 100%, 100%. Oui. Mais disons qu'après, c'est vraiment, pour moi, le seul qui a bien réussi à faire ça, c'est Symphony of the Night, quoi. Parce que c'était un twist, c'était complètement un truc où tac, château inversé, qu'est-ce qui se passe? Et rien que c'est une idée géniale, je trouve, en termes de level design, c'était vraiment, on dit château inversé, mais littéralement c'était ça, quoi. Le mode inversé sur l'axe horizontal, et puis tu refaisais tout. Et c'est comme ça que tu as eu la vraie fin d'ailleurs. C'était flippant. Juste aussi, d'après ce que j'ai... Et d'ailleurs, c'était 200 et quelques % en fait. Oui, c'est ça. C'est pas genre 0.6 ou une connerie comme ça. Ouais. Le truc, donc j'ai pas joué à Guacamelee, mais le truc qui fait aussi qu'on peut hésiter à le mettre dans la case des Metroidvania, c'est qu'il me semble que les héros sont pas des vampires. Effectivement, mais il y a ce délire de monde des morts quand même. Il est entre les morts et les vivants. Peut-être il peut évoluer librement entre les deux quelque part. Au sens strict du terme, pour les puristes, là je m'adresse aux puristes. Je suis bien d'accord. Donc voilà. Le méchant n'est pas Dracula non plus. On n'a pas fait le tour. Du coup, on n'a pas fait le tour de tous les Metroidvania entre guillemets. Donc on a parlé de Dust and Tale. Si vous l'avez pas fait sur XBLA, si vous êtes frustré parce que Guacamelee est disponible pour l'instant uniquement sur PS3 et sur PS Vita, potentiellement il sortira peut-être sur PC d'ici quelques mois une fois que l'exclu est tombé, puisque les développeurs ont déjà sorti leur précédent titre sur PC, donc ça devrait venir. Si vous avez une Xbox, donc il y a Dust and Tale qu'on vous conseille franchement. On peut parler également pour ceux qui possèdent encore une Wii. Symphony of the Night aussi sur Xbox. Oui, tout à fait, qui est si sorti. C'est pas fait, il faut le faire. Exactement. Ouais. On a le vieux Muramasa. 5% du coup. Le vieux Muramasa qui peut être considéré quelque part, mais c'est limite, genre avec un Metroidvania, qui va ressortir là en version Rebirth sur PS Vita, qui a l'air juste magnifique. Je suis dégoûté qu'il ne sorte pas sur PSN. Donc il y a aussi Shadow Complex. Donc moi, Shadow Complex, je n'avais pas accroché plus que ça à cause de l'Unreal Engine qui donnait en fait une DA très générique, très classique. Ouais, un peu. Ça faisait vraiment trop pour le coup ricain, sans être méchant. Donc il y a Cave Story également qui est excellent mais qui est un peu plus minimaliste comme expérience. Terraria, on a Lost Winds qui fait partie également quelque part du Metroidvania avec l'obtention de nouvelles capacités qui te permettent de visiter ton environnement différemment. On a La Mulana qui est basé sur Maze of Gallius qui est pour moi un des premiers Metroidvania, qui est un jeu que j'avais ultra kiffé quand j'étais tout petit sur MSX, qui est juste une petite tuerie. Donc La Mulana est inspiré de Maze of Gallius qui est Nightmare 2. Donc c'est marrant parce que c'est une suite d'un shoot, sauf que ça n'a rien à voir avec le jeu original. Et il y a Elie également qui a des problèmes techniques. Là, on est vraiment dans le plaisir de jeu. Et malheureusement, comme il tourne genre à peine en 30 images par seconde, ça rend un truc très frustrant. Mais il appartient également à ce style-là. On a Rocket Birds, on a Aquaria, on a Eternal Ground, on a Eternal Daughter. Donc il y en a pas mal. Mais il y en a assez peu qui arrivent. Donc j'espère qu'on aura... On a des rumeurs comme quoi on pourra avoir un DLC, par exemple sur Guacamelee. Donc j'espère vraiment que ça va sortir bientôt. Et puis, on va savoir peut-être une suite. Parce que la DA et l'univers du jeu le méritent amplement.
Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait dire. Vous avez compris, hein, on voulait vraiment parler de Guacamelee, je crois qu'on l'a fait. Sachez que pour Guacamelee, on a aussi la possibilité de jouer à 2, donc en coop. J'ai pas testé ça. C'est très sympa, sauf pour la partie plateforme, quand tu as le switch de trop dimension, cool, ouais. tu es obligé de... Il y a un joueur qui se met en bulle, tu vois, genre en gros, et qui attend que l'autre réussisse, mais c'est au moins idéal pour se passer la manette. Ouais. Comme il y a des moments où clairement tu crises un petit peu, lorsque tu craques sur une partie plateforme ultra hardcore, tu files la manette, et l'autre, plus serein, peut facilement le passer. Mais par contre, pour les combats, à 2, ça marche très très bien, il n'y a aucun ralentissement. Techniquement, c'est vraiment nickel, mis à part les problématiques de bugs qui avaient été mentionnées dans la critique. Donc, de temps en temps, t'en as eu ou pas? Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai clearé une salle Ouais. et les portes étaient restées fermées. Ouais, ça m'est arrivé Ça m'est également. arrivé 1 ou 2 fois. Ça. Et tu as aussi sur un souci en mode hard en particulier, lorsque tu arrives sur le boss qui a une tête de jaguar. Ouais. Et donc celui-là, en fait, de temps en temps, tu as un écran qui zoome et ça plante. C'est-à-dire tu peux continuer à battre ce boss, tu le bats et ensuite ça se bloque. Et en plus, le boss est quasiment inerte, donc il fait des attaques de temps en temps. Donc, ce qui change, tu peux t'amuser un petit peu en mode zoom comme ça à l'éclater, mais tu es obligé de relancer la partie. Donc ça, c'est dommage, on n'espère que ça va être patché et corrigé. Et ça me fait penser que j'ai eu un truc bizarre à la toute fin aussi. J'ai tué le dernier boss en me faisant tuer et ça a considéré que j'avais fini le jeu. T'as eu de la chance. Donc tu l'as pas fini au final? Si, après je l'ai refait. Ah, tu l'as refait? Mais parce que ça m'a débloqué le succès de vous avez fini le jeu. Mais D'accord. en fait, je suis mort. Ok. Et c'était bizarre, il y a eu une petite freeze et après le jeu hésitait. Il a pas dû quelque comprendre, part, il a il pas l'a dû tué, comprendre, mais il est mort et puis finalement non, game over. Mais c'était bizarre. Ok. C'était bizarre. Mais bon. On a fait le tour de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir parlé de Metroidvania. Donc c'est quand même un style qui est absolument excellent. Et maintenant, on espère que sur le prochain E3, on aura une annonce d'un Metroid, genre Super Metroid 2, développé en 2,5D par Retro Studio. Ce serait juste magnifique. Ou un Castlevania aussi. Un Castlevania par IGA, Mais mais pas un- vraiment c'est ce que- un bon, c'est ce quoi, que fait ce par sera, les mais équipes ce sera pas japonaises IGA. de Konami. Ce serait sympa. quoi. Malheureusement, je doute qu'ils se lancent sur plusieurs trucs en même temps. Oui, Donc là, ils sont. ouais. Mais là, le dernier Castlevania là sur DS, là, comment il s'appelle Mirror Fate, le Lords of Shadow. Ouais, Mirror le Fate. Lord of Shadow, apparemment, il a pas de truc. Peut-être ils Non, vont c'était- réfléchir, ils c'est- vont se dire on va switcher complètement de. Ah, là, Enfin, c'est- il en reste encore un Castlevania de tout. Bah, Un ils ont Lord Lord of of Shadow, Shadow 2, qui doivent sorti. faire. Oui, Ouais, complètement. c'est ça. Mais là, on n'est plus dans le Castlevania, puisque du coup, c'est un jeu 3D. Dans Ouais, le, enfin, on est dans le Metroidvania. Metroidvania, dans le Metroidvania, ouais. voilà. Donc, il y a aussi cette problématique sur rapidement, sur le tout dernier Castlevania sur 3DS. Moi, c'est un truc qui est ultra frustrant, c'est qu'il ne tourne pas en 60 images par seconde. Oui, Et c'est la même ouais, sensation. Là, j'ai essayé Donkey Kong Country Returns sur 3DS. Ah, ok, visuellement, c'est aussi beau que la version Wii, mais tu perds 30 images. Donc du coup, t'as une sensation de lenteur, de pesanteur qui est très agaçante. Et tu te dis, les mecs, vous faites le mauvais choix, quoi. Il faut graphiquement baisser la qualité, changer peut-être le style, mais garder le framerate, quoi. C'est essentiel pour que ça fonctionne, ce type de jeu. Bah, déjà, soit pour le ceux de Metroidvania 3D, ou la pas- plateforme, ouais. 60 images par seconde, quoi. C'est indispensable. Mais tu devrais le dire, Thierry. à tes Je le répète interviews. sans arrêt. Mais dis-le au Ah, mec. 60 images par seconde. Très important. Et remercie vite avant qu'on parte là. Tout ça. Et on remercie également la galerie AOJ de nous fournir toujours ces magnifiques tableaux qui illustrent le plateau d'Extra Life. Et voilà. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut tout le monde.